tous les gens qui vendent un peu de la formation, c'est souvent ça vend du rêve, alors que vous savez pertinemment que tout le monde ne réussira pas, il y a beaucoup d'appelés mais il y a assez peu d'élus, etc., etc. Enfin, moi j'ai le sentiment de ne pas vendre du rêve. N'importe qui peut devenir freelance, mais tout le monde ne réussira pas à rester freelance. Et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode mémo. Je me suis un peu donné le challenge de reprendre 3 notes que j'avais notées, et qui sont des débuts de notes en fait. Dites-vous qu'il y a 3-4 phrases quoi, donc c'est vraiment des embryons d'idées. Et je me suis amusé, je me suis donné 1h30 pour essayer de pousser ça un petit peu plus loin, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Les 3 réflexions que je vais vous partager aujourd'hui, allez, je vous les donne. La première, c'est pourquoi tout le monde ne réussira pas en freelance. Aïe aïe, accrochez-vous, ça va bien se passer. La deuxième réflexion, c'est les ravages de la course à la rentabilité, notamment. Alors je vais pas parler d'un point de vue économique sur quand on est une start-up, etc. Parce qu'en vrai, moi j'étais que salarié, j'ai jamais monté de start-up ou autre. Mais par contre, d'un point de vue solopreneur, solo business, je commence à avoir quelques tips, quoi, quelques petites billes là-dessus, un peu de recul, donc je vais pouvoir vous en parler. Et la troisième réflexion que je voulais vous partager, je vous en ai un peu parlé la semaine dernière, c'était... alors, la note s'appelle « L'équilibre pro-perso est un concept bancal ». J'espère que vous aurez noté le petit jeu de mots « équilibre bancal ». Voilà, au cas où c'était pas très clair, je vous le redis parce que j'étais pas fier d'avoir écrit ça. Mais du coup, première petite réflexion, peut-être que ça donnera lieu à un développement plus gros, mais voilà un petit peu les 3 réflexions que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je terminerai par une reco-lecture, alors qui est business, mais pas vraiment business, vous allez comprendre pourquoi, qui est plus une lecture reco-biographique, mais qui est tout aussi intéressante, et dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, parce que je suis persuadé qu'aucun créateur de contenu plutôt business n'en a déjà parlé. Voilà, je fais un petit pari, à vous de me dire si vous connaissiez ou pas, mais il y a de fortes chances que vous ne connaissiez pas, sauf si vous me suivez depuis longtemps, parce que cet auteur-là, j'en ai déjà parlé, et je suis absolument fan de tous ses livres. J'ai lu littéralement, et ça fait partie des rares auteurs pour qui j'ai lu vraiment tous les livres, qui n'est pas vraiment un auteur business, mais c'est pas non plus du roman, donc voilà, je vous en parlerai à la fin. Petite introduction pour celles et ceux qui me découvriraient avec cet épisode. Je m'appelle Alexis Minkela, je suis le fondateur de Tribu Indé. Tribu Indé, c'est un écosystème de contenu, à la fois des contenus gratuits et payants, et bien pour accompagner tous les indépendants, consultants et prestataires de services à réduire leur stress de ne pas trouver de nouvelles missions. Et pour ça, ma conviction, c'est qu'il faut travailler sur 3 gros piliers. Le premier pilier, c'est d'avoir une offre et un positionnement qui soit hyper carré et très clair. Le deuxième pilier, c'est d'apprendre à vendre pour facturer plus cher et être beaucoup plus confiant dans ses capacités. Et le troisième pilier, c'est de construire une organisation au service de sa croissance et de son développement professionnel et personnel. Comme toujours, si vous avez envie d'en savoir plus, vous avez toutes les infos sur tribuindé.com. Première réflexion que j'ai notée, c'est n'importe qui peut devenir freelance, mais tout le monde ne réussira pas à rester freelance. En fait, cette idée-là, elle m'est venue d'un message que j'ai reçu qui était, en vrai, qui n'était pas méchant, mais qui au début m'a un peu déconcerté, ou en tout cas déstabilisé. Je vous la fais courte, mais en gros, on discutait un peu sur le développement de Tribu Indé, sur qu'est-ce que ça avait changé, etc. Et la personne me dit, en vrai, tu as quand même une position hyper confortable avec Tribu Indé parce qu'aujourd'hui, en gros, tu vends des pioches, quoi. Là où tous les freelances vont se prendre des crises, etc., toi, tu continueras de vendre des pioches. Et en fait, ça m'a un peu déstabilisé, dans le sens où, première réflexion, c'était, mais en vrai, il se prend pour qui pourquoi il juge mon business de cette manière-là et tout Et donc, il y avait un côté un peu négatif, je trouvais, que dans son approche. Et comme d'hab, en y réfléchissant, il n'avait pas 100% tort. Et est-ce que c'est vraiment si mal que ça? Et donc, si je reprends la phrase qui était « T'as une position confortable, tu vends des pioches », sur la première partie de la phrase, t'as une position confortable, en vrai, c'est quand même discutable. C'est pas parce que tu vends de la formation que, en vrai, ton business, il est chill, etc. Loin de là. Hein. Et d'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de vendre ce que je fais avec Tribu Indé que de vendre de la prestation comme je le faisais avant, en fait. Alors, bien évidemment, la récompense de ça est pas la même. C'est-à-dire que, moi, en une semaine de lancement, globalement, je fais entre 50 et 90 000 euros de chiffre d'affaires. Honnêtement, je n'ai jamais fait ça en freelance. Mais en fait, c'est beaucoup plus difficile de vendre, en fait. Donc, la récompense est à la hauteur de la difficulté d'un point de vue commercial, selon moi. Et donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de vendre que j'étais freelance que de vendre que je suis sur Tribu Indé. Et sur Tribu Indé, c'est quand même une position qui est assez stressante. En vrai, faire des lancements... de l'extérieur, vous vous dites c'est trop cool, il y a plein d'argent qui rentre, etc. Mais en fait, c'est quand même une période qui est très, très stressante. Et en fait, qui se prépare. Enfin bref, il y a plein de trucs. Je pourrais faire un épisode entier dessus. Mais du coup, c'est pas si confortable que ça.
Et donc la première partie est quand même assez discutable. Maintenant, est-ce que je vends des pioches? Bah oui, je vends des pioches. En fait, la réalité, c'est que oui, quelqu'un qui est extérieur, de manière très froide, si on analyse un peu mon business, oui, on peut le dire, et les détracteurs s'en donnent toujours à cœur joie quand ils parlent de formateurs qui vendent de la formation en ligne. Bah oui, on vend des pioches. Le problème, c'est que ce qu'on oublie, c'est que ça demande une vraie expertise de vendre des bonnes pioches qui ne se cassent pas, qui permettent de creuser plus facilement, plus rapidement aussi. Et en fait, je pourrais vendre des pioches version Temu ou version Wish. J'essaie de vendre des pioches maison de luxe, quoi. Craftées main, artisanales, etc., qui vont durer. Donc il y a ça. Et puis la réalité, c'est que moi, je continue d'aller aussi à la mine. Donc j'y vais moins souvent, c'est-à-dire que l'émission freelance, j'en fais un peu moins. Mais en même temps, il faut quand même des gens pour équiper... il faut quand même des personnes et des business qui vont équiper les gens de pioches pour aller creuser plus vite sans se fatiguer. Et donc, est-ce que c'est foncièrement mal? Pas forcément. Et du coup, de ça, j'en discutais rapidement avec cette personne-là, etc. Et en fait, je lui dis, mais pourquoi tu penses... en fait, elle te vient d'où cette réflexion-là, tu vois? Et il me dit, en fait, le problème, c'est que... tous les gens qui vendent un peu de la formation, c'est souvent ça vend du rêve, alors que vous savez pertinemment que tout le monde ne réussira pas, que en fait il y a beaucoup d'appelés mais il y a assez peu d'élus, etc., etc. Et du coup en fait je me suis dit ok, c'est intéressant parce que moi j'ai le sentiment de pas vendre du rêve, et donc ça m'a conduit un peu à cette réflexion là que j'ai envie de te partager. En freelance, c'est évident que tout le monde ne réussira pas. Et d'ailleurs, moi, je m'en suis jamais caché. La première partie de mon livre, elle s'appelle Tout le monde, n'importe qui peut être freelance. Mais la conclusion du premier chapitre, c'est que tout le monde ne réussira pas à être freelance. Et en fait, c'est comme que tu vas en... Moi, j'ai fait une école de commerce, par exemple. Et donc, quand tu vas en école de commerce, bien sûr que tout le monde ne finira pas consultant ou commercial à prendre 100 000 euros par an de salaire. Pourtant, la plupart des gens qui rentrent en école de commerce rentrent aussi pour l'appât du gain et ce qu'on leur promet, c'est-à-dire... j'ai envie de gagner beaucoup d'argent, bosser dans des boîtes ultra prestigieuses, dans le CAC 40, etc. Alors vous allez me dire, oui, ça a changé, maintenant les gens sont un peu plus conscients, enjeu sociétal, c'est vrai, mais bon, la réalité fait que les gens continuent quand même de rester attirés par l'argent. École de commerce, tu sais pertinemment que tout le monde ne sera pas consultant, sales ou marketeur chez L'Oréal, pourtant tu rentres pour ça en fait. Et est-ce que ça veut dire que les écoles, elles arnaquent les gens? Honnêtement, moi je pense pas. Si le contenu est discutable, etc., ça, on est d'accord. Mais de là à se dire, est-ce que c'est à cause de l'école qui arnaque? Je pense pas. Et donc, en fait, c'est pareil pour n'importe... Enfin, on prend plein de... Je me suis noté aussi avec les startups. Bien sûr que tous les gens qui montent des startups ne seront pas tous millionnaires. Sinon, déjà, en fait, on réduirait le niveau de la barrière à l'entrée et tout le monde ferait des startups et tout le monde serait millionnaire et donc, en fait, il n'y aurait plus de millionnaires. Mais bien évidemment, que... Tout le monde ne peut pas réussir en freelance, tout le monde ne gagnera pas des sommes astronomiques en freelance, dans le freelancing en fait. Et c'est juste la loi du marché, dans n'importe quel marché c'est comme ça. La grosse différence que je vois par exemple entre des business plus tradis, des agences, des startups, etc., c'est que selon moi, et c'est peut-être que j'ai un biais, mais selon moi, l'avantage en freelance, c'est que moi j'ai le sentiment qu'il y aura beaucoup plus de gagnants que dans n'importe quelle forme d'entrepreneuriat. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 points. C'est-à-dire qu'effectivement, parce qu'il y a plus de gagnants que dans n'importe quelle autre forme d'entrepreneuriat, selon moi, on ne peut pas avoir beaucoup d'ultra gagnants au sens financier du terme. Globalement, ça veut dire quoi? C'est très très rare aujourd'hui d'avoir des freelances qui sont millionnaires. Donc si je parle juste d'un point de vue financier. Et s'il y en a, c'est ce que moi j'appelle des linchpins, c'est des gens qui sont en dehors de la norme et qui sont des exceptions dans les exceptions. Et moi, honnêtement, en France, j'en connais aucun. Les freelances que je connais qui gagnent le plus d'argent en ne vendant que de la prestation de service, attention, que de la prestation de service, c'est des freelances qui peuvent monter à peut-être 500, 600 000 euros, mais seul, c'est très, 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 très compliqué. Hein. Vraiment, c'est déjà extrêmement costaud. En revanche, comme il n'y a pas d'ultra gagnants, en tout cas pas beaucoup, mais qu'il y aura plus de gagnants, je pense qu'il y aura plus de gagnants qui s'en sortiront bien mieux que leur vie d'avant. Et donc, en fait, on a une amélioration. Et donc, c'est pour ça que je dis que j'ai le sentiment qu'il y a plus de gagnants parce que, selon moi, un gagnant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est parti d'une situation A ou qui a quitté une situation A pour aller chercher une situation B dans le freelancing et qui, quand il fait la comparaison entre sa situation B et la situation A, il voit une amélioration. Plus d'argent, plus de temps pour soi, plus de kiff, on y met
les objectifs et les améliorations qu'on veut, mais c'est ça que moi j'appelle avoir plus de gagnants que dans n'importe quelle autre forme d'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, l'échec, certes, tout le monde ne réussira pas en freelance, mais je trouve que le pourcentage d'échecs est bien moins élevé que, par exemple, quand tu montes une startup où globalement, toutes les stats sont contre toi. C'est-à-dire que tu as 99% de chances de fail ta boîte après une levée ou même avant la levée. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, ma mission, c'est d'équiper les gens qui ont la volonté profonde de réussir et surtout le potentiel de gagner demain. Et en fait, ce que je me dis avec Tribu 1D, c'est que ces personnes qui ont la volonté profonde de réussir et le potentiel de gagner demain, eh bien, il leur manque parfois simplement la petite méthode ou le petit coup de pouce pour les débloquer ou les faire accélérer. Et donc forcément, moi, dans mon discours, ce serait pas honnête de dire que, et d'ailleurs, je l'ai jamais dit, je le dirai jamais, pour moi, c'est pas honnête quand on dit et quand on vend, oui, mais c'est facile d'aller faire 10K par mois, tout le monde pourrait gagner 10K par mois, il suffit de suivre tel et tel process et telle méthode. En vrai, si je dis ça, moi, je suis pas à l'aise avec le discours parce que la réalité, c'est que les stats, donc toute la data historique et les faits sont contre moi, en fait. Il y a un pourcentage réduit de personnes qui arrivent à générer plus de 10 000 euros par mois en freelance. Et donc, est-ce que ça veut dire que c'est une norme et qu'il faut s'en contenter? Non. Je pense que c'est pas parce qu'il y a un faible pourcentage de gens qui arrivent à faire 10K par mois qu'on doit se dire bah non, en fait, c'est impossible d'y arriver. Au contraire, je pense que ça doit être un bon carburant. Mais entre se dire c'est pas impossible et je peux y arriver et les gars, bougez-vous le cul et en gros, vous pouvez tous faire 10K par mois, je pense qu'il y a une énorme différence. Et dans notre cas, nous, vendeurs de pioches, je pense qu'il faut faire attention à ça. En tout cas, moi, c'est ce que je m'applique à moi. Les autres font ce qu'ils veulent, mais la réalité, ce serait pas honnête. Comme c'est pas honnête, par exemple, de dire que les plateformes de freelance, c'est le mal absolu. C'est peut-être le mal pour 80% des gens, mais il y a peut-être 10-20% des gens qui vont gagner beaucoup d'argent grâce à elles. Et donc, comme d'hab, la question, c'est de se dire, et notamment moi avec Tribu 1D, c'est toujours le truc que j'essaie de me dire, c'est comment est-ce que je peux être capable de récupérer et de discuter et d'avoir des auditeurs, auditrices du podcast, par exemple, qui sont des gens qui ont la déterre de gagner, la déterre de réussir et de faire mieux que ce qu'ils faisaient avant. C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi, j'ai jamais voulu prendre le discours de je survends le freelancing, je parle de make money quick, donc c'est-à-dire faire de l'argent rapidement, et à quel point je rends ça facile et rapide. J'ai jamais trop joué sur ces 3 points-là, moi, voire pas du tout. Ma vision, c'est que j'essaye de rendre le freelancing plus simple dans son approche et dans sa méthodologie. C'est différent que de rendre ça facile et rapide et de survendre le freelancing. Encore une fois, on parle de subtilité, mais je pense que c'est important. Et donc d'ailleurs, ça me permet, moi, via mon marketing, de filtrer finalement les gens comme ça. Ce qui fait que j'ai très peu de touristes, même dans les écoutes, dans les commentaires que j'ai sur LinkedIn, etc. Et j'ai littéralement zéro touriste dans les gens que j'ai accompagnés, dans les formations, etc. Parce que la plupart des gens savent à quoi s'attendre au moment de suivre un programme. En revanche, effectivement, il y a un vrai sujet qui est, oui, toutes les personnes que j'ai accompagnées, 100%, ne pourront pas gagner 10, 15, 20 000 euros par mois. Et en fait, ce serait faux pour moi de dire ça. Et d'ailleurs, les formateurs et autres qui vous promettent ça, faites attention parce que, encore une fois, la loi des nombres joue contre eux. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que nous, en tant que formateurs, on ne peut pas contrôler. À quel point ces gens sont déterminés, à quel point ils sont brillants et juste ça connecte beaucoup plus vite que d'autres. Combien de temps ça va leur prendre, est-ce qu'ils ont l'énergie, la disponibilité et l'envie de passer beaucoup de temps à avoir une intensité de travail qui est extrêmement élevée pendant un certain nombre de semaines, de mois, voire d'années. Et ça, il ne faut pas l'oublier. En fait, ça n'arrive pas en claquant des doigts, même quand on vend du freelancing et de la prestation de service. Voilà, c'était un petit peu mon petit point. Je pense qu'effectivement, n'importe qui peut devenir freelance. La barrière à l'entrée, elle est extrêmement faible aujourd'hui. Et c'est, je pense, un avantage énorme pour tout le monde, pour remettre en place le statu quo, changer de voie quand on ne se reconnaît pas dans d'autres voies un peu plus traditionnelles. Mais ça veut dire aussi que parce qu'il y a des barrières à l'entrée faibles, on a un peu tout le monde et n'importe qui parfois qui se lance en freelance. Et forcément, la loi des nombres fait que tout le monde ne peut pas réussir. Et la réussite, c'est un truc qui est très très spécifique à chacun d'entre vous. J'ai parlé d'un point de vue financier, d'un point de vue temps pro, temps chill, etc. Plaisir, épanouissement dans sa vie pro, etc. On y met ce qu'on veut derrière la réussite, mais la réalité, c'est qu'il y en a quand même encore une partie qui tireront la langue, souvent par manque d'intensité. En réalité, c'est ça. Ça m'amène à mon deuxième point, qui est le deuxième point de ce mémo-là, que j'avais noté. On veut prendre des raccourcis pour gagner plus. Et ce que je me suis dit, c'est que c'est une réflexion que je m'étais faite, je sais pas comment, j'ai pas mis de contexte plus que ça, mais je trouve que
et je m'inclus parfois dedans, on est parfois trop pressé. Et notamment quand on vend de la prestation de service et qu'on est freelance. Et en fait, je le vois même parfois un peu dans les formations, dans les accompagnements que j'ai. J'ai pas mal de questions parfois de freelance qui me posent des questions sur ok, c'est quoi les autres services que je peux développer, comment je veux upsell mes clients, comment je diversifie un peu mes revenus avec différentes lignes de produits et de services, comment je fais travailler mes clients, comment je peux maximiser ma marge, etc. Avant même d'atteindre un plafond de verre sur le temps disponible facturable qu'ils ont aujourd'hui sur leur semaine. Pour moi, avoir des questions sur quel autre service je peux développer, c'est quoi la prochaine step, comment je peux maximiser mes marges, comment je peux faire bosser mes clients. Pour moi, réfléchir à ces étapes-là alors que le plafond de verre n'a pas encore été atteint d'un point de vue temps disponible et temps facturable, c'est pour moi être dans le niveau 1 et commencer déjà à discuter, à essayer d'anticiper de ce que va être le niveau 2 sans avoir mis un pied dans le niveau 2. Et donc selon moi, et c'est d'ailleurs toujours comme ça que moi j'ai commencé à travailler, soit que j'ai commencé en freelance, soit que je me suis lancé sur une nouvelle offre. Par exemple, nouvelle offre, ça veut dire quoi? Que j'ai lancé Tribu Indé, enfin le bootcamp Tribu Indé, pardon, ou même le réacteur, la première session. En vrai, je savais que je n'allais pas être rentable sur cette offre-là parce que je voulais tester et donc j'avais pas de sujet de comment je maximise la marge, machin, etc. Et j'étais plus en train de me dire, ok, comment est-ce que je teste le produit le plus vite possible et surtout, je m'assure que mon produit réponde à un vrai besoin et surtout aide profondément mes clients. Et donc, par exemple, si je reprends la prestat de service, moi, sur mes 6 premiers mois d'activité, et c'est d'ailleurs le cas, si vous êtes dans vos 6 premiers mois d'activité ou vous êtes en train de lancer une nouvelle offre ou vous avez envie d'aller sur un nouveau marché, vous connaissez un peu moins, ça s'applique, ce que je vais vous dire, ça s'applique selon moi de la même manière. Mais selon moi, sur ces 6 premiers mois d'activité, sur une nouvelle offre ou un nouveau marché, il ne faut absolument pas regarder votre marge. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, vous êtes en train de marger. Sur de la prestation de service, il ne faut pas oublier ce truc-là, vous margez dès votre première mission. On a très très peu de coûts structurels, il y a quand même très très peu de chances que vous ne margiez pas sur votre première mission. La question maintenant, c'est de se dire à combien est-ce que je marge? C'est quoi mon taux de marge sur ces missions-là? Mais la réalité, c'est que vous n'êtes jamais négatif. En fait, quand vous recevez une mission, vous avez besoin d'un ordinateur, si vous êtes dans le digital, de votre jus de cerveau pour faire la mission. Et donc, en fait, peu importe le temps que vous y passez, il y a quand même de l'argent qui rentre et donc vous avez une marge qui peut être certes très très faible, mais vous avez quand même une marge. Vous n'êtes jamais en négatif là-dessus. Donc la question de combien est-ce que je marge, etc., je maximise ma rentabilité, c'est un autre sujet selon moi. Donc au début, c'est quoi? C'est prendre le maximum d'expérience possible, tester, implémenter et surtout roder votre méthodologie, prendre tous les clients possibles. Moi, j'ai toujours dit oui à tous les clients pour aussi surtout me confronter à plein de situations qui sont parfois galères et de me dire ah, situation galère, ok, maintenant je sais à quoi m'attendre et donc je referai plus ces erreurs-là. Et une fois que votre agenda il est full et que vous avez plus de demandes et d'opportunités commerciales que de temps disponible pour prendre et accueillir ces nouveaux clients-là, là on commence à se poser des questions sur le niveau 2 parce que vous commencez à mettre un premier pas dans le niveau 2, vous commencez à observer à l'horizon à quoi ressemble ce niveau 2-là, un peu nébuleux, etc. Et là vous commencez à vous poser des questions sur ok, comment je réduis mon temps passé sur l'émission, comment je maximise ma marge, est-ce que je délègue, est-ce que je fais bosser mon client, est-ce que je développe d'autres formats de services, etc. Ça, on peut le faire une fois qu'on a mis un pied dans le niveau 2. Et le niveau 2, c'est quoi, globalement? C'est j'analyse mes missions passées. J'essaie de comprendre où sont mes forces sur une mission. Où est-ce que j'excelle plus que les autres? Où est-ce que je perds du temps à contrario? Est-ce que je perds du temps aussi avec une typologie de client en particulier? Pour quel genre de client mon offre elle a le plus de valeur? Et c'est intéressant de se dire, ok, tiens, avant mon client était comme ça, maintenant qu'on travaille ensemble, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que mon client est éduqué ou pas à mes sujets? Tout ça, c'est des indicateurs qui doivent être intéressants. Et donc répondre à toutes ces questions-là, ça vous permet maintenant d'adapter votre direction avec toutes ces nouvelles connaissances et informations que vous avez prises. Et ça, vous ne pouvez le faire que parce que vous avez eu un volume minimum de clients pendant les 6 premiers mois sur un nouveau positionnement, une nouvelle offre, un début d'activité. Parce que vous avez de la data, vous avez des missions sur lesquelles vous avez bossé, vous avez des résultats, vous avez des discussions avec des clients avec des niveaux de maturité différents aussi, qui vous permettent de statuer ensuite sur, ok, le niveau 2, c'est quoi? C'est est-ce qu'on réduit encore notre périmètre d'offres? Est-ce qu'on se concentre sur des clients encore plus spécifiques que ce qu'on avait jusqu'à maintenant parce qu'on a identifié sur les 15 clients qu'on a accompagnés que, tiens, cette typologie de clients avec lesquels on a bossé, c'est facile de bosser avec eux, la marge est correcte, le temps passé, on peut le réduire encore et surtout, on a des super résultats. Est-ce que on processe nos missions pour gagner plus de temps ou bien on est capable de prendre plus de missions ou augmenter nos prix? Et la réalité, c'est que pour gagner plus d'argent, il n'y a pas 40 000 choix. Il y en a 2, c'est prendre plus de missions, augmenter ses prix.
Prendre plus de missions, il y a plein d'arcs différents qu'on pourrait développer qui sont je délègue une partie pour me dégager du temps sur des tâches qui ont le plus de valeur ajoutée. Je développe d'autres offres qui me permettent de passer moins de temps, des offres qui maximisent un peu plus ma marge, ou bien j'augmente mes prix sur des missions équivalentes. Mais globalement, il n'y a pas non plus 50 000 autres choix pour gagner plus. Donc ça, c'est un peu la réflexion, niveau 1, niveau 2. Souvent, on a tendance à vouloir déjà se projeter sur le niveau 2, alors que la réalité, c'est que vous avez encore une marge de progression sur le niveau 1 jusqu'à atteindre un plafond de verre. Et une fois que vous avez ce plafond de verre, pas forcément en termes de chiffre d'affaires, mais en temps facturable. C'est intéressant parce que souvent on se dit plafond de verre, chiffre d'affaires, mais on ne pense pas au plafond de verre, temps facturable. Tant que vous n'êtes pas en capacité de générer du pipe commercial pour remplir 100% de votre calendrier et de vos journées, pour moi, ça ne sert pas forcément à grand-chose d'aller chercher des nouvelles missions, de se poser des questions sur mon taux de marge, développer d'autres services, etc. Sauf si effectivement il y a un sujet commercial. Dans ce cas-là, ça amène d'autres contraintes. Voilà là-dessus. Et le dernier point, vous me direz d'ailleurs si vous voulez que je développe chacun de ces points un peu plus précisément, si vous avez des questions. Tiens, ça pourrait être cool. Sur le prochain, j'y pense maintenant. Envoyez-moi un petit vocal ou posez-moi vos questions à la suite de l'écoute du podcast. Et le dernier point, c'était que j'ai noté, du coup, l'équilibre pro-perso est une idée bancale. Je vous lis texto ce que j'ai écrit. Bien sûr, ça vient de mes notes directement. Je me permets de le faire parce qu'on est entre nous. On est entre nous, donc je me permets de le faire. Je serais un peu plus modéré dans mes propos si je devais en faire une conf, etc. Mais je vous partage quand même l'idée brute et après on en parle. J'ai écrit « L'équilibre pro-perso est un concept bullshit pour nous faire rentrer dans une case, dans un système où l'on doit travailler et où l'on doit dépenser, notamment dans nos loisirs. » Or, en réalité, ça devrait être normal d'avoir des phases de vie intenses pour son travail et d'autres phases plus calmes. Ça n'est pas un bilan comptable où à la fin de l'année, on doit avoir le parfait équilibre entre le pro et le perso. Est-ce que c'est vraiment un concept bullshit ? Est-ce que c'est même un concept... Là-dessus, je pense que j'y étais un peu fort, mais je trouve que du coup, la réflexion, elle était assez intéressante de me dire, c'est vrai qu'on cherche toujours à avoir l'équilibre parfait, de se dire comment est-ce que mon temps est bien réparti entre du perso, du pro. Et en fait, moi, j'avoue qu'il y a un truc qui me va pas trop parce que comment est-ce que j'ai réfléchi à ça ? Et j'en parlais justement avec ma compagne là-dessus qui, elle, est salariée, donc c'était vachement intéressant d'avoir cette discussion avec elle. Mais en fait, je me suis dit, c'est marrant parce que si je regarde à l'échelle d'une année entière, j'ai l'impression d'avoir un bon équilibre sur le temps que je passe sur des trucs perso et le temps que je passe sur des trucs pro. Et d'ailleurs, je reviendrai sur cette frontière, c'est quoi les trucs pro, c'est quoi des trucs perso, parce que pour le coup, parfois, je suis incapable de classer et catégoriser ce que je fais. Donc à l'échelle d'une année, j'ai l'impression que c'est plutôt relativement équilibré. En revanche, si je regarde par exemple mes semaines, en fait, il y a des semaines où je passe vraiment beaucoup de temps à travailler, et des semaines où je passe beaucoup moins de temps à travailler. Et donc on pourrait se dire à l'échelle micro d'une semaine, en fait, Alexis, il est complètement déséquilibré. Est-ce que ça veut dire que je suis pas heureux, que je suis pas content, je suis frustré, etc. En fait, pas du tout. Et c'est ça, cette idée de bilan comptable. On essaie toujours d'avoir le parfait équilibre et d'avoir une somme qui est parfaite entre mon pro et mon perso. Alors qu'en fait, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, que la frontière, elle est pas aussi fine qu'un bilan comptable, elle est pas aussi épaisse qu'un bilan comptable où il y a un actif et un passif. L'actif serait le pro et le passif, par exemple, le perso. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et d'ailleurs, c'est complexe et le risque de vouloir à chaque fois équilibrer, par exemple, ses journées ou ses semaines, c'est de créer d'un côté des gens qui sont malheureux et qui sont matrixés aussi par le fait que il faut trouver absolument l'équilibre perso, mais eux ils adorent travailler, ils travaillent beaucoup, mais ils ont l'impression que c'est pas normal alors qu'ils kiffent ça. Et donc ils sont là en mode attends, je comprends pas, en fait il y a que le taf dans ma vie, etc. Alors qu'en fait c'est peut-être leur équilibre à eux et ils sont très contents de taffer comme des dingues pendant 4 ans et peut-être se reposer ensuite pendant 10 ans parce qu'ils auront braqué la banque par exemple. Et de l'autre, à contrario, je trouve que ça crée beaucoup de gens qui sont pleins d'ambition, pleins d'objectifs, qui veulent réussir plein de trucs, accomplir des trucs qui demandent beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie et d'intensité, mais qui n'atteindront jamais ces objectifs-là parce que ça manque d'intensité de travail à un instant T. Et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur... En fait, quand je disais tous les freelances ne réussiront pas, je pense qu'une des raisons pour lesquelles certains freelances ne réussiront pas, c'est parce qu'à un instant T, ça manque d'intensité. Beaucoup de gens n'acceptent pas, même parfois inconsciemment, de se dire pendant 6 mois ou 9 mois ou 1 an, ça va être très dur, je vais passer beaucoup de temps, je vais faire plein de trucs qui potentiellement ne vont pas marcher, mais j'accepte de le faire pendant 12 mois pour ensuite m'offrir la liberté et le cadre que j'ai rêvé pendant des années par exemple. Et donc voilà, de l'autre côté, vouloir chercher l'équilibre pro-perso à certains instants et à un certain moment de sa vie, je pense que c'est une erreur énorme
qui en fait conduit plein de gens à ne pas atteindre leurs objectifs parce que juste ils n'ont pas l'intensité et qu'on leur a dit bah non attends le week-end moi il faut que je chill, le mercredi après-midi c'est chill aussi, et bah non en fait il y a certaines périodes de votre vie où vous serez obligé d'avoir une intensité, et moi je le vois vraiment. Il y a des périodes de ma vie où j'ai plus travaillé que d'autres, et il y a au sein même d'une année, il y a des semaines, il y a des mois où je travaille beaucoup plus que d'autres, et c'est très très bien comme ça, et je suis très heureux. Et l'autre point, et ça c'est ma compagne qui me disait ça, donc je lui renvoie cette réflexion-là, elle me disait mais tu sais en fait l'équilibre vie pro, vie perso, ça vient aussi d'un truc où on se dit ouais le travail c'est un truc chiant, c'est un truc négatif, on le subit, et donc on doit remonter et compenser tout ça avec du positif, et donc on associe le positif au perso. Et c'est vrai qu'elle a raison, notamment elle dans son plutôt écosystème salarié, c'est souvent ça, et donc c'est intéressant. Et donc moi, la question que je me posais, c'est ok, mais tant que tu es en train de jouer dans ce que tu fais d'un point de vue travail, est-ce que c'est vraiment du travail ou pas? Et j'ai pas la réponse à ça, mais est-ce que quand je m'amuse dans ce que je fais, est-ce que c'est quand même du travail ou pas? Jouer, s'amuser, prendre du plaisir dans ce qu'on fait d'un point de vue travail, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'adversité dans ce qu'on fait. Je sais pas si vous aimez les jeux de société, moi mes jeux de société préférés, c'est des jeux de société où je me prends la tête. Je suis en train de réfléchir, je suis en train d'imaginer tous les scénarios, etc. Et pourtant, je passe un moment de fou. J'adore, je joue. Mais pourtant, c'est difficile, ça me demande de l'effort, de la concentration, etc. C'était un peu la réflexion sur l'équilibre. Je trouve que on en fait des caisses là-dessus, il faut prendre soin de son écologie intérieure, machin, etc. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment un truc qui est surcoté 100%. Il y a un moment où, oui, ton écologie intérieure, c'est important, mais si tu as des ambitions et que tu es au démarrage d'une activité, bien sûr qu'il faut que tu ne comptes pas tes heures et que tu aies l'intensité pour y arriver, quoi. Enfin, je veux dire, je vois pas d'autre manière de faire pour réussir, à part se prendre en intraveineuse des coups de motivation et de développement personnel, ce qui n'a jamais produit de résultats tangibles. Soyons honnêtes là-dessus. Le petit truc que je peux vous partager, c'est que moi, par exemple, quand je prépare mes semaines, je fais quand même attention, non pas en proportion égale, mais je fais attention d'ajouter des activités que je vois comme un jeu chaque jour. Et donc j'ai bien fait attention de parler d'activités que je vois comme un jeu, parce que ça peut être des activités professionnelles, mais aussi des activités personnelles. Donc ça peut être des trucs perso, donc par exemple le sport, en vrai moi je le vois comme un jeu, ça m'amuse d'aller courir, ça commence à m'amuser. La subtilité est là, mais ça commence à m'amuser d'aller à la salle de sport, en vrai, mine de rien. J'ai quelques passions à côté, je rentrerai pas dans le truc perso, mais moi j'ai des trucs qui m'éclatent sur le côté, et donc ça c'est des jeux, et donc j'essaye de les inclure un petit peu dans mes semaines. Mais j'ai aussi des trucs de boulot qui m'amusent énormément. Par exemple, honnêtement, ça peut paraître bullshit pour certains d'entre vous, mais réfléchir comme je l'ai fait là, à me dire tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter, c'est quoi un peu les réflexions un peu macro que j'ai envie de vous partager comme je l'ai fait là, et donc de réfléchir intentionnellement au prochain épisode du podcast en écrivant mes notes, en vrai moi c'est un truc que j'adore faire, vraiment j'adore, je me pose, je me bloque 2 heures, je sais pas trop ce qui va en ressortir, etc. Et je trouve ça génial. Ou même par exemple, dans mes programmes, répondre à des questions en live pendant 2h30, ça m'énergise de fou. Certains diraient, mais c'est pas rentable, machin. Mais en fait, moi, j'adore ça. J'adore sentir l'énergie, de savoir que je débloque des gens, qu'il y a des épiphanies qui peuvent se créer, etc. Et donc ça, c'est vraiment un jeu pour moi. Est-ce que ça veut dire que ça me demande des efforts et que c'est difficile? Bien évidemment. Est-ce que c'est dans le travail? Oui. Est-ce que ça veut dire que du coup, il n'y a pas d'équipe pro-perso? En vrai, je suis pas si sûr que ça, quoi. Donc selon moi, demandez-vous aussi ce qui peut vous amuser dans votre job et saupoudrez ça dans vos journées, et surtout essayez à terme, quand vous serez au niveau 2, niveau 3, de ne faire que ça, de ne faire que des tâches qui vous amusent et de déléguer, supprimer des tâches qui ne vous procurent pas de jeu, qu'elles soient difficiles ou pas, on s'en fout, mais qui ne vous amusent pas profondément. Et donc moi, c'est ce que j'essaye de faire au fur et à mesure. Il y a plein de tâches qui maintenant sont déléguées, sont gérées par Anaïs, par Sonia, par Nicolas sur le montage du podcast, par exemple. C'est un truc qui m'amuse pas du tout. Et donc, je me permets de le faire parce que je suis passé niveau 2, 3, 4, 5 et que j'ai le trésor de guerre financier pour le faire aussi. Chose que j'aurais pas pu avoir au niveau 1. Au niveau 1, quand j'étais sur le podcast, je montais tous mes épisodes moi-même à la mano, quoi. Parce que j'avais juste pas l'argent et pas l'envie d'investir là-dedans. Voilà un petit peu mes 3 réflexions. J'espère que ça tenait la route. Toujours difficile de s'auto-évaluer sur est-ce que c'est intéressant ou pas. Donc en vrai, je compte sur vous, hein. Je sais que c'est pas toujours simple de faire des petits retours, etc. Vous êtes probablement en train de faire autre chose. Je sais que beaucoup m'écoutent dans leur petite marche digestive, petit run, petite séance de sport. Mais envoyez-moi des photos, tiens. Envoyez-moi des photos de quand vous courez ou autre, ou quand vous êtes à la salle de sport, ça me fait marrer. Et chaud d'avoir un petit retour, même juste une petite phrase ou un petit... si vous deviez noter l'épisode sur 10, tiens, combien est-ce que vous metteriez sur l'épisode? Ça peut être cool de me faire votre petit retour. Avant de passer à la conclusion, ma petite section reco-lecture du moment. Donc, je voulais vous parler
d'un livre que je suis en train de lire, donc je ne l'ai pas terminé. Je vous ferai peut-être un petit update quand je l'aurai terminé. Le livre s'appelle Le dernier des Yakuza de Jake Aldenstein. Alors, peut-être que je vais présenter qui est Jake Aldenstein. En gros, moi je l'ai découvert avec un livre qui, pour le coup, il y a peut-être des chances que vous en ayez déjà entendu parler parce qu'il y a une série là-dessus. Son premier livre s'appelle Tokyo Vice. Ils en ont fait une série, je crois que c'est Canal+, qui est un livre d'enquête, qui est une histoire vraie. Jake Aldenstein, c'est donc en 1993, donc c'est un gars qui a 50... je crois qu'il il doit avoir la cinquantaine. Mais en gros, en 93, il est devenu le premier occidental à travailler dans un journal japonais au Japon, qui s'appelle le Yomiuri Shimbun, où il a travaillé 12 ans. Et en fait, pourquoi est-ce que... nous, on est en train de se dire, mais en France, c'est pas la première fois qu'il y aurait un journaliste américain, par exemple, qui pourrait bosser en France. En fait, il faut savoir que la presse au Japon, c'est une sorte de chasse gardée. Et donc, c'était très, très compliqué pour un occidental d'être intégré, en fait, dans cet écosystème presse et médias au Japon, parce que tout est extrêmement contrôlé. Et il y a assez peu d'étrangers qui peuvent arriver sur ce genre de poste-là. Donc, ça a été un énorme événement. Et surtout, c'est un gars qui a bossé... donc en fait, c'était un journaliste enquêteur d'investigation. Et donc, il a bossé sur plein de sujets, notamment la traque des Yakuza, le trafic d'êtres humains au Japon, tout ça sous couvert de mafia, Yakuza et compagnie. Et surtout, il a enquêté pendant des années sur un Yakuza, je crois qu'il s'appelle Goto, ou Goro, Goto, je crois, qui en fait avait réussi à négocier un accord secret avec le FBI pour avoir une transplantation d'organes aux États-Unis. Et donc il y avait plein de mouvements de fond un peu frauduleux, etc., entre les États-Unis et le Japon qui se sont passés. Donc il a mis tout ça au grand jour dans un livre qui s'appelle Tokyo Vice. Et bien évidemment, ça m'amène, pourquoi est-ce que je vous parle de ça avant de vous parler du livre Les derniers des Yakuza? Parce que au moment où cette affaire-là allait être révélée, il a rencontré ce fameux Goto qui l'a menacé en lui disant: si tu sors cette affaire-là, tu es à risque et en gros on va tout faire pour essayer de te tuer. Il a quand même sorti l'histoire et du coup toute sa famille a été protégée, etc. Et il a dû prendre plusieurs gardes du corps, dont un garde du corps qui s'appelle Seigo, S-A-I-G-O, et qui est devenu en fait son garde du corps personnel. Et ce qui est intéressant, c'est que Seigo, il lui a demandé, en contrepartie, Seigo lui a dit: écoute, je vais risquer ma vie pour toi parce que globalement j'aurai toute une branche. En fait, il y a plein de branches de Yakuza au Japon, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que je trouve que c'est assez passionnant. Mais en gros, il y a toute une branche, il y a en gros 4 grosses familles de Yakuza qui contrôlent quasiment toute la mafia japonaise, et ensuite il y a plein de sous-groupes. Mais en gros, Goto faisait partie, Tadamasa Goto avait été à la tête du Yamaguchi-gumi, qui est un des plus gros conglomérats Yakuza au Japon, et donc il s'est mis en fait la moitié de Yakuza à dos, et donc Saigo a risqué sa vie. Et donc il lui a dit: je suis ok pour te protéger, pour te défendre, mais à une condition, c'est que tu puisses raconter mon histoire dans un livre, parce que Saigo considère qu'il a été le dernier Yakuza d'un point de vue moral. En fait, c'était un truc assez noble avant que ça devienne vraiment un truc très mafieux, avec beaucoup de liquidités, de l'extorsion de fonds, etc. Il y avait une sorte presque de sujet un peu philo derrière. Et donc, voilà, le dernier des Yakuza est l'histoire de Saigo, qui est son garde du corps, de son enfance jusqu'à... je pense, je suis pas arrivé encore au bout du livre, mais jusqu'à ce qu'ils quittent les Yakuza et qu'ils deviennent garde du corps de Jake Aldenstein. Donc c'est passionnant. Il y a plein de parallèles entre les deux livres, c'est pour ça que je vous en parle aussi. C'est un super journaliste, le livre est très bien. Alors il y a beaucoup de détails sur le Japon, il y a plein de mots, il explique plein d'étymologies de mots, etc., ce qui permet de bien comprendre si vous êtes passionné par le Japon. Bref, moi c'est un livre que j'adore, je le trouve génial, et voilà, je vous le recommande. Donc ça s'appelle Le dernier des Yakuza, je suis en train de le lire, c'est très cool. Et Jake en avait écrit un autre qui est très bien, qui est très court, qui s'appelle J'ai vendu mon âme en Bitcoin, qui raconte en fait comment est-ce que l'équivalent de 800 millions de dollars de Bitcoin s'est évaporé on ne sait pas où, sur la plus grande plateforme d'échange de Bitcoin au monde qui s'appelait MTGOX, qui d'ailleurs était gérée par un Français au Japon. Bref, ça c'est une autre histoire, je vous en parlerai peut-être, mais histoire folle aussi. Et donc j'ai lu quasiment tous ces bouquins à Jake Aldenstein, et donc comme d'hab je suis jamais déçu, je vous le recommande. Donc voilà, curieux de savoir si vous en aviez déjà entendu parler, mais en tout cas je vous le recommande si vous aimez en plus le Japon. C'est un no-brain qu'il faut absolument lire parce que c'est très cool et ça en dit beaucoup sur la société japonaise là-dessus.
J'étais en pleine forme, j'étais très content de faire cet épisode-là. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. Ciao.